Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Mais avant de commencer l'épisode, on voulait vous dire un grand merci. Vous êtes déjà près de 3700 à avoir soutenu notre campagne Riposte et ensemble, nous avons franchi la barre des 150 000 euros. Mais on va pas se mentir, l'été, c'est toujours un peu compliqué pour les médias indés. L'audience ralentit, les soutiens habituels aussi. Et pour ne rien arranger, les récents orages ont inondé notre régie. Bref, vous l'avez compris, on continue la riposte et on a besoin de vous pour proposer une information libre, indépendante et populaire. Pour nous soutenir, rendez-vous sur campagne.lemediatv.fr et surtout n'oubliez pas, les dons sont défiscalisables. 100 euros donnés ne vous coûteront en fait que 34 après impôt. Et maintenant, place à l'épisode 71 du récap. C'est parti! Grande nouvelle, après 40 ans de prison, Georges Ibrahim Abdallah sera enfin libéré le 25 juillet prochain. Ce militant communiste libanais est l'un des plus anciens détenus de France et le plus ancien prisonnier politique d'Europe. Pourtant, libérable depuis 1999, il a vu toutes ses demandes de remise en liberté échouer. À 74 ans, Georges Ibrahim Abdallah va enfin quitter sa cellule et pouvoir rentrer chez lui dans son village du Nord-Liban. Retraçons ensemble le fil d'un destin hors du commun, celui d'un homme que ni la prison, ni le temps, ni les pressions politiques n'ont réussi à faire plier. L'histoire de Georges Ibrahim Abdallah, c'est celle d'un engagement politique forgé dans le feu de la guerre et de l'injustice. Né en 1951 à Kobayat, dans le nord du Liban, il grandit dans un pays au bord de l'implosion. Les tensions sociales explosent, la bourgeoisie pousse à la guerre civile pour éviter tout changement et la cause palestinienne galvanise les luttes populaires dans toute la région. Face au massacre et à l'impunité, Georges Abdallah a choisi très tôt la résistance. Il milite d'abord au Parti national social syrien, puis rejoint la résistance palestinienne au sein du Front populaire pour la libération de la Palestine, le FPLP. En 1978, il est blessé en combattant l'invasion israélienne du Sud-Liban. Pour lui, il n'y a pas de doute, face à l'oppression, la résistance s'impose et cette résistance franchit les frontières. Avec les FARL, les fractions armées révolutionnaires libanaises, il prend part à la lutte armée internationale contre les intérêts impérialistes et sionistes. 2 opérations marquent les esprits en 1982, l'exécution d'un attaché militaire américain et d'un agent du Mossad à Paris. En 1984, Georges Abdallah est arrêté à Lyon, officiellement pour des papiers d'identité falsifiés. Il est condamné à 4 ans de prison pour détention d'armes et d'explosifs, mais très vite, les États-Unis et Israël s'invitent dans le dossier et refusent qu'il soit libéré. Alors qu'il est incarcéré, les enquêteurs annoncent la découverte d'une arme qui, selon eux, aurait servi aux attentats contre les 2 diplomates en 82. Une saisie pour le moins miraculeuse. Sous les répression, la France relance la machine judiciaire, nouveau procès, nouvelle charge, et cette fois pour complicité d'assassinat. Verdict, perpétuité pour le Libanais. Il a toujours pourtant nié être lié à ces assassinats sans condamner des actes de résistance contre l'oppression israélienne et américaine en pleine guerre civile libanaise. L'ingérence des États-Unis et d'Israël dans ce dossier ne va jamais faiblir. L'affaire Abdallah devient politique et sa condamnation sans fin, ou presque, devient un exemple, quitte à piétiner le droit français au passage. Car Georges Abdallah est libérable depuis 1999. Mais toutes ses demandes sont successivement bloquées, annulées, sabotées. À chaque feu vert judiciaire, l'État est intervenu. Les lois ont changé, les audiences ont été repoussées, les motifs, eux, se répètent. Conviction intacte, pas de repentir, menace pour la sécurité nationale. Le 19 juin dernier, nous avions tendu notre micro à Maître Chalancé, l'avocat de Georges Abdallah, à la sortie de la cour d'appel de Paris. Une fois encore, il avait plaidé pour la libération de son client face au procureur général et à l'avocat des États-Unis, partie civile dans l'affaire. Il dénonce l'impérialisme judiciaire qui sévit en France, ajoutant que la France obéit systématiquement aux États-Unis. On l'écoute.
Les Palestiniens et tous ceux comme Abdallah qui ont résisté à l'occupation israélienne sont des résistants. Le procureur général et les États-Unis ont indiqué qu'il ne devait pas sortir de prison, qu'il n'avait pas de repentir envers la famille de la victime, qu'il avait la même position depuis 40 ans. J'ai bien rappelé à la Cour qu'il n'y avait pas de repentir dans le droit français, qu'il était honteux qu'il soit encore maintenu en prison et que le parquet général s'oppose à sa libération au bout de 40 ans, alors qu'on avait la preuve que M. Hollande en tant que président, que M. Valls ont toujours refusé qu'il sorte. Et donc il y avait une tension entre l'exécutif et le judiciaire. Et j'ai dit au juge, soit vous le libérez, soit vous le condamnez à mort, c'est à vous de voir maintenant. À la sortie de l'audience ce matin, l'avocat du militant a une fois de plus rappelé les années d'acharnement pour empêcher cette décision finale de libération. Maître Chalancé a déclaré « Le parquet s'est allié aux États-Unis à la dernière audience pour dire qu'il ne pouvait pas être libéré. Donc c'est une grande joie qu'il retourne à Beyrouth. C'est le plus ancien prisonnier politique d'Europe. Depuis le début, ce procès est monté. » L'avocat a également exprimé ses inquiétudes quant à la sécurité de son client une fois de retour au Liban, évoquant clairement le risque qu'il soit pris pour cible par l'armée israélienne. On l'écoute. C'est une grande joie pour lui, évidemment, qu'il ne le sait pas encore, mais enfin je l'ai fait dire, qu'il retourne à Beyrouth. Et si les Israéliens le tuent à Beyrouth, l'assassinent comme il est possible qu'il le fasse, en tout cas il mourra libre à Beyrouth en tant que résistant, puisqu'il est considéré comme un résistant par l'ensemble du peuple libanais. Georges Ibrahim Abdallah, c'est l'histoire d'un acharnement d'État, mais aussi d'une résistance inflexible. Malgré cet acharnement politico-judiciaire et des années d'emprisonnement injuste, Georges Ibrahim Abdallah ne s'est jamais renié. En prison, il continue à défendre la cause des peuples opprimés. Il signe des textes collectifs, mène des grèves de la faim, affiche sa solidarité avec les prisonniers politiques en Turquie, en Palestine ou encore au Liban. En février dernier, le député LFI Éric Coquerel avait été rendre visite à Georges Abdallah dans sa cellule, comme lui permet son statut de parlementaire. L'élu a fait état d'un homme toujours fidèle à ses convictions communistes révolutionnaires. Derrière les barreaux, son militantisme n'a jamais faibli. Au contraire, il reste plus que jamais ancré dans les luttes. On écoute Éric Coquerel. Je sors à l'instant de la prison de Lannemezan avec Sylvie Ferrer, députée de Tarbes, France Insoumise également, où on a été donc rendre visite à Georges Ibrahim Abdallah qui est en prison depuis 41 ans. C'est le plus ancien prisonnier politique en Europe et un des plus anciens du monde. Georges Ibrahim Abdallah, il devrait être libéré depuis 1999 puisqu'il avait été condamné pour une complicité dans un acte criminel qu'il a d'ailleurs toujours récusé. Et cette complicité, théoriquement, évidemment, aurait dû l'amener à être libéré depuis longtemps. Au lieu de ça, ça fait 41 ans que l'État français continue à le maintenir en prison. C'est juste absolument inentendable. Pour mémoire, le plus ancien prisonnier politique, le plus célèbre au monde, qui était Nelson Mandela, a été prisonnier pendant 28 ans dans le pays de l'apartheid. Ici, Georges Ibrahim Abdallah, ça fait 41 ans. Il a aussi une vision de la situation au Proche et au Moyen-Orient et du rôle absolument essentiel de la Palestine, de la résistance palestinienne, qui est, j'allais dire, très, très vive, très au fait de l'actualité. Et donc, l'écouter est aussi quelque chose qui nous a été utile. Voilà. Et enfin, il a dit ô combien les mobilisations en France étaient utiles à la fois pour demander sa libération, mais c'est pas tellement là-dessus qu'il s'appesantit. On a beaucoup de mal à faire parler de lui, mais surtout, justement, la situation au Proche-Orient et la situation palestinienne. À l'annonce de la libération imminente de Georges Abdallah, la France insoumise a déclaré dans un communiqué que la France honore enfin ses engagements internationaux relatifs aux peines dites perpétuelles et découlant du droit européen des droits de l'homme. Alors que le mouvement pro-palestinien continue de subir une répression politique et judiciaire intense, notamment en France, que le génocide se poursuit à Gaza, que la colonisation israélienne du territoire palestinien occupé s'accélère dans l'indifférence générale, la libération de Georges Ibrahim Abdallah demeure une victoire éclatante du mouvement anticolonial au cœur de la bête impérialiste. De son côté, le Parti communiste français déclare sur X saluer cette décision, fruit d'un combat acharné pour la justice et le droit. Pour le parti Révolution permanente, très engagé dans la défense des droits de Georges Ibrahim Abdallah, je cite, « Cette décision est une victoire énorme pour le mouvement de solidarité avec la
Palestine et contre la répression brutale des soutiens de la Palestine. Elle est le fruit d'une campagne menée sans relâche depuis les années 2000 pour la libération du prisonnier politique libanais, mais aussi de la colère qui s'exprime par le bas à l'international contre le génocide en Palestine depuis 1 an et demi. Nous avons reçu Tom Martin, militant pour la libération de la Palestine et de Georges Abdallah, ex-membre de Palestine Vaincra, ce matin dans notre contre-matinale. Il fait part de sa satisfaction, mais aussi d'une certaine part d'inquiétude, tant que le prisonnier n'est pas de retour au Liban. Je vous propose de l'écouter. On a aussi accueilli cette nouvelle avec responsabilité, parce que sa libération effective est annoncée pour le 25 juillet, et on sera pleinement serein que quand il pourra fouler aux pieds la terre de son pays, le Liban, tant on sait que à la fois les États-Unis et la France ont tout mis en œuvre depuis le premier jour de son arrestation pour le maintenir en détention. On va en parler juste après de la géopolitique dans ce dossier. Mais ce que vous venez de dire, si je traduis, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment serein, vous attendez vraiment le 25 juillet pour être sûr de sa libération ? Oui, on attend le 25 juillet, mais d'ici là, on pense que ce qui est déterminant, c'est de souligner que le combat pour la libération de Georges Abdallah, il va devoir continuer en soutien à la Palestine, en soutien aux prisonnières et aux prisonniers politiques palestiniens, parce que c'est pour ces causes-là qu'il a été maintenu en détention pendant plus de 40 ans. Évidemment, cette libération ne contente pas tout le monde, à commencer par le camp des réactionnaires. Cet après-midi, le ministre Bruno Retailleau s'est fendu d'un tweet. Il est colère. Je le cite sur X, les élus LFI qui se réjouissent de la libération du terroriste Ibrahim Abdallah passe un nouveau cap dans l'indignité. Vous noterez qu'il a habilement retiré Georges du prénom de notre ami. Certains esprits taquins diraient que ce n'est pas par hasard, mais poursuivons l'approche du ministre. Il écrit ensuite, en le faisant passer pour un prisonnier politique, il méprise les victimes et leurs familles et continue de se complaire dans une incroyable inversion des valeurs où le bourreau devient victime. Grand maître autoproclamé dans l'art de dénoncer les bourreaux, Bruno Retailleau fait preuve d'une étonnante cécité dès qu'il s'agit de dénoncer les crimes d'Israël. Par ailleurs, on ne peut qu'être consterné par une telle réaction d'un ministre en poste face à une décision de justice et à 25 ans de détention arbitraire dans un pays qui se prétend démocratique. N'en déplaise à Retailleau, dans quelques jours, Georges Ibrahim Abdallah sera un homme libre. Il pourra enfin décrocher les drapeaux, les cartes et les portraits qui ornent les murs sinistres de sa cellule, ces symboles de lutte accrochés comme des fenêtres ouvertes sur le monde extérieur. Et bientôt, il sera enfin autorisé à poser le pied sur sa terre natale. Ce moment ne marque évidemment pas la fin d'une lutte. Au contraire, c'est le retour d'un symbole, celui de la résistance, de la fidélité aux convictions et de la dignité jamais reniée. Aussi le retour d'une voix qu'on a tenté de faire taire pendant toutes ces années. Et cette voix, je vous propose de la réécouter. Dans cette vidéo, extraite d'un documentaire et partagée par l'eurodéputé Rima Hassan, le texte est écrit et récité par Georges Abdallah. La Nakba de 1948. Elle est le vécu quotidien de tout un peuple. De ses entrailles surgissent aussi des longs cortèges des fidaïnes et les enfants de l'intifada. Elle est la Palestine de tous les jours. Camarade Jadis Ben Gourion, comme tous les criminels réactionnaires des années 40, disait à ceux qui l'avertissaient de la révolution palestinienne, les causes aussi vieillissent avec le temps et finissent à leur tour par mourir et disparaître. Cependant, plus de 6 décennies plus tard, la Palestine est toujours aussi vivante que résistante. Après 40 ans de détention, Georges Abdallah est donc enfin libre. Mais ce retour à la liberté n'est pas un retour au calme. Il retrouve un pays meurtri, un Liban toujours sous les bombes, dans une région où les trêves sont fragiles et les dominations intactes. Le 15 juillet, Israël a rompu unilatéralement le cessez-le-feu en relançant ses frappes sur l'est et le sud du territoire. Officiellement, l'armée israélienne vise le Hezbollah, reprochant aux autorités libanaises de ne pas l'avoir désarmé comme prévu. Non sans une bonne dose de cynisme habituel, le ministre israélien de la Défense a déclaré que ces bombardements constituaient, je cite,
un message clair adressé au Hezbollah et au gouvernement libanais qui est, je cite, responsable du respect de l'accord de cessez-le-feu. Un accord pourtant violé à plusieurs reprises par Israël elle-même, qui n'a tout bonnement jamais retiré ses troupes du Liban, comme elle s'y était pourtant engagée. Plusieurs positions militaires israéliennes restent déployées dans le sud du pays. Cette asymétrie dans l'application de la trêve traduit bien une réalité connue. Israël pose les règles, mais ne s'y soumet jamais. Le bilan humain est lourd. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en novembre dernier, au moins 275 personnes ont été tuées par l'armée israélienne, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Dans ce contexte explosif, le retour de Georges Abdallah prend une dimension symbolique forte. Il ne rentre pas dans un Liban en paix, mais dans un pays à nouveau sous tension, toujours soumis aux logiques coloniales d'ingérence, d'occupation et de domination militaire. Lui qui avait pris les armes face aux invasions israélienne et à l'impérialisme occidental dans les années 70-80, retrouve un paysage géopolitique tristement familier. Ce retour n'est pas la fin d'une histoire, mais le rappel qu'aucune peine de prison, si longue soit-elle, ne peut étouffer une conviction sincère. Georges Abdallah ne revient pas comme une figure figée dans le passé, mais comme une mémoire vivante, un repère pour celles et ceux qui, aujourd'hui encore, refusent de plier. Mais dans une région où l'engagement se paie souvent de sa vie, la liberté retrouvée de Georges Ibrahim Abdallah pourrait bien faire de lui une cible. Son retour n'est pas sans risque, il est celui d'un homme libre dans une région où la menace israélienne plane toujours. Dans un Liban régulièrement frappé par les raids, Georges Ibrahim Abdallah reste une cible identifiée, un symbole que certains, à Tel Aviv notamment, n'ont jamais cessé de vouloir faire taire par tous les moyens. On continue avec le reste de l'actualité. En France, les annonces fracassantes du Premier ministre sur le budget 2026 continuent de susciter de vives réactions au sein de la classe politique. Une copie perfectible selon les uns, des appels à censurer le gouvernement chez les autres. Le budget pour 2026 présenté par François Bayrou ce mardi divise. Ce budget, j'imagine mal que les oppositions le votent, ce qui voudra dire qu'il y aura 49-3 et qu'il y aura inévitablement une motion de censure. Est-ce que ce plan est parfait ? Non. Eh bien, précisément, ce plan doit être corrigé et amélioré. Emmanuel Macron a lui soutenu la stratégie de son Premier ministre. Il a même qualifié ce nouveau plan de solide. Et moi, ce que j'attends de toutes les forces politiques, c'est qu'elles proposent d'autres idées. Nous sommes un des pays qui a le plus de dépenses publiques en Europe, et le pays qui taxe le plus de l'OCDE. Et donc, si d'autres ont des idées plus intelligentes pour accroître l'activité et pour baisser les économies, le Premier ministre, il les recevra. Objectif, réaliser 43,8 milliards d'euros d'économies pour sortir du déficit. Le gouvernement, lui, souhaite proposer aux salariés de renoncer à leur 5e semaine de congés payés et être rémunérés à la place. Une idée inacceptable pour les syndicats. Dans l'actualité internationale maintenant, en Syrie, après 4 jours d'affrontements meurtriers, un fragile apaisement semble se dessiner. Après 4 jours de violence et plus de 370 morts en Syrie, le président Ahmed al-Shara appelle à la désescalade. Nous promettons de faire rendre des comptes aux auteurs d'exactions contre notre peuple druze. La loi et la justice protègent les droits de tous, sans aucune exception. Un cessez-le-feu a été conclu avec la minorité druze de Soueida, au sud du pays. Les forces armées du gouvernement se sont également retirées ce jeudi matin. Dans cette région, les relations entre les tribus bédouines sunnites et les druzes sont compliquées depuis des décennies. Le président intérimaire syrien accuse Israël d'allumer la tension dans le pays après une frappe qui a touché le cœur de Damas. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas, les milliardaires financent la haine. Le média a lancé Riposte, une campagne de financement citoyenne pour riposter sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Alors parlez-en autour de vous et si vous le pouvez, rejoignez la lutte sur campagne.lemediatv.fr et abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.